Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. Thomas n'est pas avec nous pour cette dernière de la saison et nous pensons bien à lui aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, les épisodes de forte chaleur ne sont plus des anomalies selon Météo France, en cohérence avec les conclusions du GIEC. La France métropolitaine s'est réchauffée d'environ 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Désormais, les vagues de chaleur sont plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Lors des épisodes de chaleur extrême, ce ne sont plus seulement les bâtiments qui souffrent, ce sont aussi les chaînes de production, les infrastructures, les organisations du travail et plus largement l'activité économique qui sont mises sous tension. La question est donc plus seulement comment limiter le changement climatique, mais aussi comment adapter nos entreprises et nos territoires à un climat qui a déjà changé. Pendant longtemps, la priorité était à l'atténuation, autrement dit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle reste absolument indispensable, mais une autre question s'impose désormais, celle de l'adaptation. Comment continuer à produire, à investir, à construire sans accroître nos vulnérabilités? Pour en parler, For Good reçoit Aurélie Rebaudot-Zulberti, cofondatrice et dirigeante associée d'Enco Conseil, un cabinet qui accompagne les acteurs de l'immobilier, de l'aménagement et de l'investissement dans la définition et le déploiement de stratégies environnementales. David Laurent est également sur ce plateau, délégué général adjoint de l'association Entreprises pour l'environnement, une organisation qui rassemble de grandes entreprises autour des enjeux de transition écologique et d'adaptation des modèles économiques aux limites climatiques. Et enfin, comme toujours, dans le pari d'avenir, chacun partagera une initiative qui lui donne confiance pour accélérer le mouvement. C'est parti pour une nouvelle émission. Et ces retours de terrain, Aurélie, on commence avec vous sur donc, le terrain de vos missions. À partir de quand la chaleur devient-elle un problème économique pour un bâtiment ? Je ne sais pas si on peut déterminer une température à partir de laquelle ça devient problématique. Qu'est-ce qui se dégrade en premier en fait ? Ça dépend, je vais vous dire et forcément que ça va dépendre du contexte local, ça va dépendre du bâtiment, de la manière dont il a été conçu, ça va dépendre du contexte urbanistique. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque un certain nombre d'éléments qui sont surtout la manière dont on va pouvoir habiter le bâtiment. On passe 80-90% de notre temps dans un endroit clos, donc forcément dans un bâtiment, pour des activités qu'on exerce ou pour notre vie. Et ça nous sera de plus en plus difficile, de ces endroits qui sont censés nous abriter, qui vont devenir invivables ou intravaillables, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et la question de la température affecte à la fois les activités humaines qui vont s'exercer à l'intérieur, le confort des occupants, et c'est quand même la première chose. Donc ça peut provoquer des malaises, des problèmes respiratoires, ça peut aussi favoriser l'émission de polluants qui vont être à l'intérieur se trouver déjà à l'intérieur des bâtiments, des locaux, donc favoriser des problèmes là aussi, des maladies de peau. Oui, là aussi, tout dépend de l'état initial du bâtiment. Exactement, de ce qu'on y trouvait. Ça va favoriser la concentration. Forcément, il y a un problème quand on se retrouve face à ces fortes chaleurs, on a tendance à calfeutrer, et c'est bien normal à se calfeutrer par rapport à cette température extrême. Mais ceci étant, on ventile moins. Et donc, quand on ventile moins, on concentre plus les polluants. Et ça, ça a un effet sur la santé des occupants. Et ça, c'est quand même la première chose. Ensuite, on va avoir des problèmes potentiellement de maintien des systèmes techniques, parce que les systèmes techniques eux-mêmes vont souffrir de cette chaleur. Ils ne sont pas été conçus pour ça, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas adaptés. Et donc, on va avoir des câbles qui vont se détériorer, des équipements techniques de rafraîchissement, par exemple, qui vont plus rendre leur service. Là, je pense qu'encore une fois, dans cette période, on s'en est rendu compte. On voit que le réseau de froid urbain de la Défense n'a pas été conçu pour pouvoir subvenir à autant une aussi grande et une aussi longue vague de chaleur, et donc a du mal à se régénérer. Et donc ça veut dire que dans ces tours, aujourd'hui, la répartition, en tout cas l'utilisation de la climatisation est très clairement très différente de celle qu'ils ont pu connaître avant, et ce qui rend les conditions d'occupation extrêmement compliquées. On peut aussi avoir
alors c'est pas véritablement des pannes, mais des arrêts, des mises à l'arrêt d'un certain nombre de systèmes techniques parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter cette chaleur ou parce que pour des considérations de sécurité, on ne peut plus accéder à des maintenances, des réparations en cas d'accident. Je pense aux ascenseurs par exemple, qui vont se mettre en arrêt d'eux-mêmes pour tout simplement parce que des systèmes en toiture par exemple sont beaucoup trop chauds et ne pourront pas être réparés en cas de problème. Donc on peut avoir un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires au fonctionnement du bâtiment qui vont eux-mêmes être mis en péril. Après, il y a le risque aussi, c'est la hausse des coûts d'exploitation parce que on va utiliser plus d'énergie pour utiliser des équipements qui vont nous rafraîchir. Et on sait, là aussi, les événements récents nous l'ont montré, l'utilisation de l'énergie fait peser sur éventuellement les inégalités sociales et les difficultés économiques qu'il peut y avoir derrière. David, vous faites le même constat à l'échelle des entreprises que vous accompagnez ? Bien sûr. Ce sujet aujourd'hui, c'est un révélateur. Finalement, cette canicule, la chaleur, elle met en évidence des vulnérabilités qui existent. On voit que finalement le climat a changé plus vite que les modèles économiques, puisque c'était annoncé, on le sait. Et maintenant, ça nous montre des... Aujourd'hui, on a des réponses d'urgence, en fait. C'est ça. On fait de la gestion de crise et il faut la faire. Il faut être prêt. Mais on n'a pas tellement déjà repensé les bâtiments, ça reste marginal. C'est ça. En fait, il faut être conscient qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de la gestion de crise. Et par contre, de garder en tête qu'il faut s'adapter. Donc ça veut dire repenser en profondeur la manière dont on travaille, dont on produit, les modes de vie, les modes d'organisation. Et c'est ça aujourd'hui vraiment qui est vital pour les entreprises. Et ils sont déjà un certain nombre en fait à avoir compris ce sujet-là, que l'important, effectivement, c'était l'anticipation. Et alors, quand on dit adapter un bâtiment, qu'est-ce que ça recouvre concrètement ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors, quelques-uns. Ce qui est intéressant, c'est que plus on va le penser en amont, moins ça va coûter cher et plus ça va être efficace. Un ou deux exemples, un site de production sur quelque chose que tout le monde connaît, les BIC. Oui. Les stylos BIC, donc. Voilà, les stylos, les briquets. Ils ont travaillé sur un site de production. D'ailleurs, ils ont travaillé 2 fois, parce que la première fois, ils ont commencé par mettre de la clim très rapidement, ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché pour des sujets de circulation de flux d'air. Et ensuite, justement, ils sont attachés à regarder en fait la conception du bâtiment entre l'espace de bureau, l'espace de travail. Comment est-ce qu'on faisait circuler les flux d'air, donc en été du chaud vers les espaces de production pour les refroidir, et en inverse l'hiver, comment est-ce qu'on fait venir le chaud qui est généré par les machines pour chauffer les bureaux, et en travaillant uniquement sur les flux d'air, et donc pas sur la production de chaleur, mais juste comment est-ce qu'on va faire évoluer cette chaleur à l'intérieur. Et de même, ensuite, comment est-ce qu'on va la garder avec une couverture végétalisée, donc qui permet, en cette période de canicule, en fait, de préserver l'eau et donc d'amoindrir les effets de montée en température. Donc des choses qui sont passives, qui coûtent de l'argent effectivement au début, et ensuite on s'en retrouve, et surtout avec beaucoup de co-bénéfices sur notamment la consommation énergétique ou, comme on mentionnait tout à l'heure, sur la préservation de la biodiversité. Aurélie, sur l'adaptation des bâtiments, est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Oui, alors juste avant de vous donner quelques exemples, peut-être revenir sur 1 ou 2 points en complément de ce qui vient d'être dit sur la manière dont les entreprises sont saisies du sujet. Nous, ce qu'on observe au sein du cabinet, c'est que clairement le sujet de l'adaptation n'avait pas été traité je dirais sérieusement. Ça veut dire quoi, que la tentation est souvent la même, c'est d'installer la climatisation. Alors ça, oui, effectivement, c'est un remède qui peut s'avérer le seul remède qui finalement va accélérer la maladie, puisque c'est un remède qui va être énergivore, qui va relarguer potentiellement des flux d'hydrogène, qui va renforcer l'effet d'îlot de chaleur urbain quand on est dans des moments très difficiles. Et il faut savoir que même si on a une énergie décarbonée en France, donc on peut se dire, très bien, je fais fonctionner des clims à l'électricité, je ne fais pas toute l'électricité, mais je fais fonctionner des clims à l'électricité, c'est pas grave, quelque part, elle est décarbonée. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a la chaleur que ça produit, alors, ça rejette. C'est tout à fait vrai, mais en complément de ça, il faut imaginer que dans des moments de saturation comme aujourd'hui, le réseau, il n'est pas pensé pour ça. Et donc, on remet
on remet des centrales à charbon en activité parce qu'on ne peut pas produire ce surplus à ce moment-là. On voit aussi des phénomènes de coupure de réseau qui rendent compliqué l'utilisation de ces climatisations. Donc, c'est clairement pas la première solution à mettre en œuvre. C'est assurément la dernière. Et alors, justement, mettre en œuvre avant. Alors, il y a tout un tas de sujets qu'on peut mettre en œuvre avant. D'abord, quand on va se retrouver face à un immeuble en construction ou en restructuration, pensez bioclimatisme. Donc, avoir une architecture qui soit, donc comme on dit, bioclimatique, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça par du bon sens, inspiré de l'architecture vernaculaire historique, on va dire, qui cherche à utiliser les données climatiques comme un point de départ et avec des solutions naturelles, favoriser le confort des occupants. Parce que on peut monter, par exemple, dans des villes, sous des toits, sur des toitures en zinc, on peut monter jusqu'à... La température de la toiture peut aller jusqu'à 70-80 degrés. Et donc, on imagine en cascade tout ce que ça peut provoquer à l'intérieur, en termes de rayonnement et de réchauffement de l'air ambiant. Et ça donne des endroits qui sont absolument inutilisables. Donc, quand on restructure des bâtiments historiques, ou quand on crée des bâtiments, utiliser cette architecture bioclimatique est une source déjà de bon sens, de pragmatisme. Donc là, on va parler de circulation d'air à l'instant, mais ça va être ça. Ça va être comment est-ce qu'on oriente le bâtiment pour jouer avec les apports de chaleur, l'apport de chaleur en hiver, et puis surtout les façades. Comment est-ce que justement on limite les apports de chaleur en été, jouer avec la circulation d'air, donc avec des différences de niveau puisque l'air chaud monte. Comment est-ce qu'on utilise ces circulations pour rafraîchir l'air dont on va avoir besoin. Ça va être les protections solaires. Ça paraît désuet, ça paraît évident, mais pour autant, les protections solaires, il y a quand même beaucoup de bâtiments dans une certaine période de l'architecture qui n'en disposent pas. Donc ça va être, par exemple, créer des casquettes qui vont permettre de retarder l'entrée ou carrément éviter l'entrée des rayonnements solaires. Des structures en bois. Des structures en bois, pourquoi pas. On va les volets. Ça paraît extrêmement évident, mais des volets persiennes, par exemple, qui laissent aussi passer l'air, les stores. On va avoir l'utilisation de ces solutions qui sont dites passives, les matériaux eux-mêmes. Des matériaux de pierre. C'est vrai que plus on utilise la pierre elle est épaisse et donc limite l'usage des mètres carrés à l'intérieur. Donc bien sûr que les propriétaires et les promoteurs ne sont pas appétents parce qu'ils vendront moins de mètres carrés, mais en l'occurrence ça permet aussi d'avoir une inertie et de garder, comme on le voit dans des bâtiments historiques, une fraîcheur dans ces moments difficiles. Et puis la végétalisation. Alors tant qu'à faire une végétalisation qui soit intelligente et qui puisse s'auto-régénérer, créer des îlots de végétalisation bien pensés qui permettent à la biodiversité de pouvoir patios, Exactement, retrouver de la terre, de la pleine terre dans des patios, surtout les toitures. Donc quand on n'est pas en toiture en pente, mais quand on est sur des toitures plates, qui, avec des portances qui le permettent, végétaliser les toitures. Il y a des solutions, je ne sais pas si c'est celles qui sont utilisées chez BIC, mais il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui permettent avec on parle de pleine terre à partir de 80 cm de substrat. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir faire pousser des arbres qui vont permettre eux-mêmes une évapotranspiration et limiter le réchauffement, de servir d'isolant. Mais déjà avec des substrats un peu moins élevés, on peut déjà arriver avec des solutions un petit peu innovantes à avoir de la végétalisation. David, s'agissant des entreprises que vous accompagnez, comment est-ce qu'elles arbitrent entre des solutions un peu immédiates, que sont les climatiseurs, aujourd'hui quand même un peu indispensables, et des solutions plus durables? Comment se fait l'arbitrage? J'ai envie de dire, heureusement, aujourd'hui, il y a peut-être moins de focus sur l'arbitrage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la canicule. En fait, c'est un des aléas auxquels les entreprises se retrouvent confrontées. Mais c'est pas le seul. Et surtout, c'est pas le premier. Si vous vous souvenez, il y a eu l'été 2022, la période de sécheresse, qui a été accompagnée par des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau. Et ça a été un véritable électrochoc chez des industriels qui se sont rendus compte que l'eau, c'était pas uniquement, effectivement, un élément extra-financier, mais que ça devenait une condition sine qua non de la continuité d'activité. Et donc, le prix de l'eau qui passait de à 1 euro le litre passait
à un niveau fois 100, fois 1000, puisque si on ne l'avait pas, ce mètre cube d'eau manquant, il bloque toute la production. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut dire dans les 2-3 dernières années, la plupart des grandes entreprises ont fait leur diagnostic de vulnérabilité aux aléas climatiques, et qui sont nombreux. Il y a les canicules, les vagues de chaleur, les sécheresses, qui sont plus considérées sur le temps long, mais également ce qui va être le trop d'eau, le pas assez d'eau, le trop de chaleur, mais également le pas assez de chaleur, le trop de froid, qui sont également des conséquences. Et donc maintenant, voilà, elles ont pu mettre en place une stratégie, une réflexion pour pouvoir justement prioriser, parce que l'enjeu, effectivement, c'est pas d'apporter une réponse ponctuelle à un aléa, aujourd'hui la canicule, c'est de pouvoir considérer les différents aléas auxquels l'entreprise va se retrouver confrontée et les adresser de manière commune. Et c'est pour ça que, typiquement, les sujets de rénovation, d'efficacité énergétique vont être intéressants, parce qu'on va avoir des co-bénéfices ou des multiplications derrière de bénéfices pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, elle mesure bien le coût de l'inaction, finalement. Alors, c'est un très bon point. Le coût de l'inaction, c'est un peu le sujet de l'adaptation. Il est effectivement, aujourd'hui, on a différentes études, je pense notamment au World Resources Institute qui a fait cette méta-étude, et on est à un ratio 10, c'est-à-dire donc 1 euro investi, c'est 10 euros de gagné, d'économiser, ou sous différentes façons, grâce à l'adaptation. Et notamment, ce ratio de 10, on l'explique par les co-bénéfices, parce que c'est pas uniquement on va gagner en évitant les mesures d'urgence et de réparation, qui forcément, plus on arrive tard, plus elles sont chères, mais également, ce qui était très intéressant dans leur travail, c'est qu'ils ont montré qu'il y a, donc sur ce facteur 10, il y en a la moitié qui se matérialise même sans aléas climatiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des bénéfices parce qu'on aura travaillé effectivement sur l'isolation des bâtiments, et donc on va faire des gains sur la facture énergétique. On va travailler sur des gains en santé, que ce soit des occupants ou des écosystèmes, et qui derrière vont augmenter globalement la résilience de l'entreprise. Et en fait, voilà, c'est là où on voit... Oui, indépendamment même d'une canicule. Tout à fait. Et donc c'est là qu'on voit l'intérêt justement d'anticiper. Et même si, voilà, encore une fois, il y a eu un électrochoc et on a été un peu en retard, une fois que maintenant cet électrochoc est arrivé, il y a vraiment des réflexions de fond stratégiques d'anticipation qui sont aujourd'hui en cours pour pouvoir finalement avoir ce meilleur ratio, même si c'est pas non plus facile et spontané. Et en préparant cette émission, vous disiez on ne pourra pas s'adapter à tout. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que les appareils de production, c'est comme notre corps, c'est comme les écosystèmes, ils ont une fenêtre de fonctionnement. Et donc, si l'aléa est supérieur à ça, ça ne fonctionne plus. Les clims dans les data centers, quand on commence à dépasser 45 degrés, les équipements peuvent s'arrêter parce qu'on n'a juste plus la capacité de refroidir, comme notre corps à nous, comme un arbre. Donc, végétaliser, par exemple, c'est très bien. Par contre, si le changement climatique devient hors de contrôle, ça ne marche plus non plus. Donc voilà, donc tout le monde a une capacité à s'adapter qui est limitée. Et le point essentiel derrière, du coup, qu'il ne faut pas oublier, c'est que la priorité, ça doit bien rester l'atténuation, donc la réduction de nos impacts des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on ne pourra pas s'adapter à tout. C'est incontournable de s'adapter, mais il faut laisser cette nécessité d'adaptation au minimum. C'est bien pour ça que l'accord de Paris parle de 2 degrés. Ça n'a pas été fixé au hasard. C'est pas il ne va rien se passer jusqu'à 2 degrés. C'est au-delà de 2 degrés, on arrive dans un niveau que, d'un point de vue de société, on aura du mal à gérer. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'il faut limiter au maximum ce réchauffement climatique planétaire. Vous partagez ce point de vue quant au risque de croire que l'adaptation suffira Est-ce que c'est des retours que vous avez ? Oui, effectivement, c'est un peu c'est une réalité cruelle de le dire comme ça, mais c'est hélas tout à fait vrai. C'est hélas tout à fait vrai de se dire qu'au-dessus de 2 degrés, on ne maîtrise pas complètement tous les effets et que ce sera vraisemblablement très difficile de trouver tous les moyens de s'adapter. Après, je veux rester positive en se disant que malgré tout, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour s'y adapter. Et la première des façons de s'adapter, c'est bien évident, je partage complètement cet avis, c'est d'atténuer
d'atténuer, c'est de faire tous les efforts d'atténuation. Et c'est, mis à part le sujet de la clim qui peut venir en opposition, vraiment, il y a énormément de convergence entre les deux sujets. Nous, on travaille avec des investisseurs, avec des propriétaires, des sociétés de gestion qui vont donc gérer des immeubles, des actifs immobiliers. On le voit très clairement. Quand ils font des plans, parce que c'est souvent ça la première raison, des plans de restructuration ou des plans d'aménagement, des plans de travaux pour des raisons énergétiques, c'est assez simple d'intégrer les sujets d'adaptation. Donc, c'est pas toujours en opposition. En tout cas, il faut aller chercher les solutions qui ne sont pas en opposition, justement. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la clim, c'est pas le premier, c'est vraiment le dernier. Le dernier moyen, le dernier outil à utiliser. Mais même en exploitation, sans gros travaux, je parlais d'architecture bioclimatique tout à l'heure, ça c'est quand on est vraiment sur des gros travaux, mais sur des travaux plus petits ou des coûts ou des plans d'action qui sont beaucoup plus limités, beaucoup plus accessibles. On peut avoir des solutions passives aussi. On peut avoir également des solutions peu énergivores, des brasseurs d'air. Ça paraît tout simple. Donc, les brasseurs d'air, c'est les ventilateurs au plafond. Je souris parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a été complètement ringardisé, pardon pour ce mot, mais qui a été ringardisé parce que c'est tellement plus simple de mettre de la clim et voilà, ça rafraîchit grandement. Mais c'est quand même très simple, c'est peu énergivore, c'est facile à maintenir, c'est pas cher. Ça permet on peut aller jusqu'à 4 degrés ressentis rien qu'avec un brasseur d'air. Donc ça permet vraiment de temporiser. Donc il y a des solutions qui vont dans ce sens-là, qui permettent de limiter l'isolation thermique, par exemple par l'extérieur. Bon, là c'est des travaux un peu plus importants. Mais ce sont des vraies bonnes solutions à mettre en premier avant de se poser la question d'installer une clim. Très clairement, c'est le premier des sujets devrait être l'isolation, qui permet aussi de régler des sujets d'atténuation, et donc c'est bien convergent, c'est bien des solutions qui sont convergentes. David, une question sur un autre sujet. L'adaptation, c'est pas seulement tenir les épisodes de chaleur, c'est aussi transformer l'organisation du travail. Est-ce que ça reste conjoncturel aujourd'hui, ou est-ce qu'on est sur une transformation durable du travail ? Tout à fait, vous avez raison. On n'a pas seulement des impacts sur le matériel de l'organisation, mais également sur les humains. Et derrière, il y a une question effectivement de comment est-ce qu'on s'organise. Et c'est peut-être finalement un sujet qui est pas assez traité. Là-dessus, il y a des travaux qui ont été très intéressants, qui ont été menés par le comité, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui avait publié un avis travail et environnement, et notamment en faisant un gros travail avec les organisations syndicales. Et derrière, effectivement, le sujet, c'est de pouvoir, aujourd'hui, les considérations écologiques doivent être intégrées dans le dialogue social, c'est par la règle de façon législative, mais voilà, on constate qu'aujourd'hui, malgré cela, c'est pas encore forcément au bon niveau. Il y avait des recos très intéressantes sur justement intégrer ces aspects-là dans le DURP, le document d'évaluation des risques, pouvoir mener effectivement un vrai dialogue avec les syndicats. Et là, on se rend compte que sur le terrain, souvent, il y a un problème de compétences, en fait, de tous les côtés. Donc, il y a un besoin effectivement de formation, que ça soit sur les compétences qui sont nécessaires pour faire la transition, mais également sur comment est-ce qu'on s'adapte au niveau de chaque poste, comment est-ce qu'on va changer les horaires de travail, comment est-ce qu'on peut mettre des primes pour inciter aux gens à travailler en horaire décalé, quels vont être les équipements qu'on va fournir, pour pouvoir collectivement modifier la façon de travailler. Pas mal de marge. Tout à fait. Merci à tous les deux. Ne bougez pas, on passe au pari d'avenir. Et comme à chaque fois, bien sûr, on termine avec le pari d'avenir. Et David, on commence avec vous. Oui, écoutez, moi pour conclure, je voulais faire un petit pas de côté et partager quelqu'un qui m'inspire. Personnalité plutôt. Voilà, tout à fait. Donc il s'appelle Pascal Normand. Il s'intitule lui-même designer énergétique. Il fait beaucoup de petits témoignages, mise en illustration autour des enjeux de sobriété énergétique, de comment est-ce qu'on conçoit des bâtiments responsables. C'est toujours designer et architecte. Voilà, donc
très concret, très illustré, également un peu ludique, donc ça détend sur ces sujets. Et l'exemple que j'ai en tête, ces dernières semaines, c'était comment est-ce qu'on fixe une couverture de survie sur un vasistas pour diminuer la température dans la pièce. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil pour finir. Très bien, merci. Donc plutôt conseil pratique. Et vous, Aurélie? Alors moi, j'ai plus eu envie de mettre en lumière une solution qui est vraiment innovante, qui a été fondée en 2020 par 3 architectes qui sont issus du prestigieux MIT, donc a priori tout de même sérieux, et qui ont trouvé une solution pour rafraîchir les toitures patrimoniales, donc les toitures en pente patrimoniale, et on pense en particulier en ce moment aux bouilloires thermiques sous les toits de Paris, mais d'autres villes avec des toitures en zinc. Et donc ils ont créé un système, il s'appelle le Roofscape, et ils ont créé un système sur pilotis qui vient se superposé, on va dire, tout en bois. En bois, avec des structures qui viennent se raccorder sur les murs porteurs, de sorte à ne pas faire peser du poids sur la toiture. Il risquerait, dans ce cas-là, effectivement, de vivre assez mal la situation. Cette toiture est ensuite végétalisée avec des épaisseurs de pleine terre qui peuvent atteindre 40-60 cm. Donc on est... Je dis pleine terre, des épaisseurs de terre, donc on est quasiment en pleine terre, ce qui permet d'avoir une végétalisation riche, qui favorise la biodiversité, c'est une bonne chose, qui rafraîchit. Donc on peut, donc clairement sur des toitures, il y a des tests qui ont été réalisés. Ils ont fait un test grandeur nature sur les toits de l'Académie du climat, donc dans le cœur de Paris. Et je crois qu'il y a 100 mètres carrés, si je ne me trompe pas, 100 mètres carrés de toiture qui ont été testés avec ce système. Donc de toiture en zinc? Alors, sur la toiture en zinc, c'est pilotis végétalisés qui permettent, donc non seulement avec l'effet de végétalisation, d'ombrage, d'évapotranspiration, ça permet de rafraîchir, et c'est aussi favorable à la biodiversité, et on peut y adjoindre des espaces de stockage d'eau, donc c'est aussi intéressant pour, dans le cas de canicule certes, mais surtout aussi en cas d'inondation. Et c'est récréatif aussi, très agréable pour les occupants qui peuvent, suivant les bâtiments, accéder à ces toitures. C'est aussi assez joli, donc j'espère que les architectes des bâtiments de France permettront le développement de cette solution. Et en termes d'effet sur la température? Voilà, ce qu'on a constaté dans le test, c'est que ça pouvait descendre de près de 40 degrés la température de la toiture. Oui. Donc vous avez entendu, on en a parlé tout à l'heure, mais des toitures en zinc peuvent atteindre jusqu'à 70-80 degrés. Et donc ça permet de rafraîchir jusqu'à 40 degrés. Donc c'est un effet forcément puissant sur ce qui va se passer à l'intérieur des logements en particulier, ou des occupations de bureaux qui vont se trouver sous les toits directement. Donc c'est une solution pour lutter contre ces canicules qui, en plus, je l'espère, plairont aux architectes de bâtiments de France et amélioreront la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces 2 chouettes paris d'avenir. Merci Aurélie Rebaudot-Zulberti, cofondatrice et dirigeante associée d'Enco Conseil. Et merci à vous, David Laurent, délégué général adjoint de l'association Entreprises pour l'environnement. À bientôt sur Be Smart for Change.